Vous écoutez une conférence de Rudolf Steiner lue par Brigitte Père. Cette conférence est extraite du livre Les deux voies de la clairvoyance, publié aux éditions Triade Poche. Chapitre Pensée vivante et clairvoyance. Première conférence de ce chapitre. Dornach, 17 septembre 1915. La valeur du pensée, Aristote, Leibniz et la formation de l'intelligence. Le pensée, une activité du corps éthérique. La pensée a-t-elle une réalité? La pensée intellectuelle est une pensée morte. Que deviennent les souvenirs, les imaginations, les inspirations? Savoir s'orienter dans les rapports entre le monde physique, où se déroule notre existence entre la naissance et la mort, et les mondes supérieurs, auxquels nous appartenons de fait. Savoir s'orienter, cela tient à cœur à tout homme qui s'interroge et qui réfléchit sur le monde physique. Nous savons parfaitement que tout être humain ressent clairement qu'il devrait connaître quelque chose de ces rapports, même s'il n'en a encore qu'une idée confuse. Car, même si ces idées sur les mondes supérieurs sont imprécises, même s'il désespère pour différentes raisons de jamais pouvoir connaître quelque chose de ces mondes, la recherche d'une relation avec les mondes supérieurs est naturelle à l'homme et convient à son ressentir et à sa sensibilité. Certes, on peut objecter que beaucoup de personnes nient d'une manière ou d'une autre l'existence d'un monde supérieur ou, du moins, que l'homme puisse en avoir connaissance. Et ceci particulièrement à notre époque matérialiste. On peut voir la chose différemment et dire qu'il faut d'abord apprendre à avoir une attitude en quelque sorte négative envers le monde spirituel. Car nier l'existence d'un monde spirituel, d'un monde suprasensible, n'est pas naturel pour l'homme. On y parvient seulement par le biais de diverses théories. Il faut se laisser dévoyer pour en arriver à nier sérieusement le monde spirituel. Donc, quand nous parlons de l'homme naturel, nous pouvons dire qu'il est conforme à son ressenti d'élever d'une manière quelconque son regard intérieur vers le monde spirituel. Or, s'il existe effectivement des gens qui ne veulent rien connaître du tout des mondes spirituels, la question se pose de savoir quel est l'élément de la nature humaine qui rend si difficile de se déterminer par rapport au monde spirituel. Et il semblerait que cette relation soit très difficile à penser. En effet, nous pouvons constater qu'au cours de l'histoire, un grand nombre de philosophies et de conceptions du monde apparemment contradictoires sont apparues. J'ai déjà expliqué plusieurs fois qu'elles ne sont contradictoires qu'en apparence, car s'il était facile pour l'homme de déterminer son rapport au monde suprasensible, les pages de l'histoire de la pensée ne seraient pas remplies de conceptions du monde apparemment contradictoires.
C'est pourquoi nous pouvons nous demander d'où viennent ces difficultés et ce qui se passe dans l'âme de l'homme qui lui rendent si difficile sa relation au monde spirituel. Or, quand on examine les tentatives qui ont été faites, tout d'abord dans une optique différente de celle de la science de l'esprit, disons en philosophie ou dans la science officielle, et qu'on se pose la question de savoir quels en sont les buts et les fondements, et quelles sont les forces physiques, et quelles sont les forces psychiques, on trouve que c'est bien avant tout dans le penser que les hommes voient la faculté de l'âme, l'activité de l'âme qui, utilisée de manière juste, pourrait conduire à dire quelque chose, à déterminer quelque chose à propos des rapports entre l'homme et les mondes suprasensibles. C'est donc une nécessité de prendre en considération le penser, le travail du penser, et de se demander ce qu'il en est quand on réfléchit à la relation entre l'homme qui vit dans le monde physique et les mondes spirituels. Qu'en est-il de cette relation entre le penser et les mondes spirituels? La question est donc la suivante. Quelle est la valeur du penser pour accéder à une connaissance satisfaisante pour l'homme? Je voudrais commencer par répondre à cette question en guise de préparation et j'étudierai d'autres questions ensuite. J'aimerais que nous nous préparions à un débat qui se passe dans la dignité en nous interrogeant sur la valeur du penser pour la connaissance. Or, nous comprendrons ce qu'est le penser en procédant de la manière suivante. Lors des conférences précédentes, nous avions déjà indiqué qu'il fallait étudier certaines particularités du penser ou, plus précisément, des pensées. J'ai attiré votre attention sur le fait que beaucoup de personnes considèrent que la pensée scientifique doit obligatoirement reproduire une réplique exacte d'un phénomène extérieur, une photographie mentale de la réalité extérieure. Et quand ce n'est pas le cas, ils y voient une faute de la pensée scientifique. Car ces personnes disent que si le penser peut effectivement se mettre en relation avec la réalité, il ne doit en aucun cas y ajouter quoi que ce soit provenant de son activité propre, car dès l'instant où le penser rajoute quelque chose à la réalité, il ne s'agit plus d'une reproduction ou d'une photographie, mais d'un produit de l'imagination. Afin de ne pas avoir affaire à ce genre d'images fantaisistes, il faut, d'après ces personnes, faire très attention de ne pas mettre dans ses pensées autre chose qu'une copie conforme de la réalité extérieure. En poussant un peu plus loin votre réflexion, vous allez vous dire « En effet, pour ce qui a trait au monde physique extérieur, à ce que nous nommons le plan physique, cette attitude semble convenir. Si nous ne voulons pas substituer des images fantaisistes à une image de la réalité, il convient de ne rien ajouter qui provienne de notre imagination. Cette affirmation semble correspondre à un sentiment juste. Et, pour le plan physique, il est vrai qu'il faut s'abstenir de compléter par un apport de pensée ce qui nous parvient et que nous percevons de l'extérieur.
par rapport à l'idée qui vient d'être exprimée. Je voudrais attirer votre attention sur deux philosophes, Aristote et Leibniz. Aristote, qui résume en quelque sorte la conception du monde grec, n'était lui-même plus initié d'aucune façon au mystère du monde spirituel. Mais il vécut au tout début de la période qui a suivi celle qu'on peut appeler l'époque de l'initiation. Alors que les philosophes précédents étaient encore touchés par l'initiation, même s'ils exprimaient en termes philosophiques ce qu'ils savaient par l'initiation, comme par exemple Platon, qui était au plus haut degré une sorte d'initié, mais qui s'exprimait par la pensée philosophique. Il faut se dire qu'il n'y avait absolument plus d'initiation chez Aristote, mais qu'on en percevait encore toutes sortes de répercussions. Aristote est donc un philosophe, qui n'est que philosophe, sans la moindre impulsion d'initiation, mais qui donne dans sa philosophie, d'une manière qui correspond à l'entendement, ce que les initiés avant lui communiquaient de manière spirituelle. Tel était Aristote. Nous allons nous arrêter un peu à la citation suivante. Rudolf Steiner écrit au tableau. « Rien ne se trouve dans l'intelligence qui ne soit dans les sens. » Retenons cette phrase. Il n'y a rien dans l'intelligence, et nous pouvons ajouter humaine, qui ne se trouve dans les sens. Il ne faut en aucun cas interpréter cette phrase d'une manière matérialiste, car Aristote est très éloigné de toute conception du monde, ne serait-ce qu'un tant soit peu teinté de matérialisme. Cette citation d'Aristote doit être comprise dans son sens épistémologique et non pas par rapport à une théorie de la conception du monde. Ce qui veut dire qu'Aristote refuse de croire qu'on puisse obtenir des connaissances d'un monde quel qu'il soit en les puisant à l'intérieur de soi. Mais il affirme qu'on ne peut avoir des connaissances qu'en dirigeant ses sens vers le monde extérieur, en recevant des impressions sensorielles que l'on conceptualisera par l'entendement. Toutefois, il ne nie pas que l'on capte du spirituel avec les impressions sensorielles. Pour lui, la nature est imprégnée de l'esprit. Seulement, pense-t-il, on ne peut pas parvenir à l'esprit si on ne dirige pas le regard vers la nature. Ici, nous touchons du doigt la différence entre Aristote et les philosophes matérialistes. Le matérialiste conclut. À l'extérieur, il n'y a que des éléments matériels et on se borne à se faire des concepts du matériel. Quant à Aristote, il pense que toute la nature est pénétrée d'esprit et que l'âme humaine doit partir de ce que les sens lui apprennent et des impressions qu'elle transformera en concepts pour atteindre l'esprit. Si Aristote avait encore été lui-même touché par une impulsion initiatique, il n'aurait pas dit cela, car alors il aurait su que, quand on se libère de l'observation sensorielle comme nous l'avons décrite, on parvient à la connaissance du monde spirituel à partir de soi-même.
Il ne voulait donc pas nier le monde spirituel, mais montrer quel chemin la connaissance humaine doit prendre. Cette phrase a joué un grand rôle au Moyen Âge. Puis elle a été interprétée de façon matérialiste à l'époque du matérialisme. Il suffit de changer peu de choses à la phrase d'Aristote. Pour l'intellect, il n'y a rien dans le monde qui ne se trouve dans les sens, pour obtenir une affirmation matérialiste. Il n'y a qu'à prendre ce qui, pour Aristote, est le chemin de connaissance humaine, pour en faire le principe d'une conception du monde. Et nous avons le matérialisme. Leibniz a écrit une phrase semblable que nous allons également regarder de plus près. Le XVIIe siècle, celui de Leibniz, n'est pas trop éloigné. Voici donc la citation sur laquelle nous allons nous pencher. Rien ne se trouve dans l'intelligence, et je rajoute humaine, qui ne soit dans les sens, hormis l'intelligence elle-même, hormis l'intellect lui-même. Et cette phrase est écrite au tableau. Rien ne se trouve dans l'intelligence humaine qui ne soit dans les sens, hormis l'intelligence elle-même, hormis l'intellect lui-même. Donc, l'intellect qui agit en l'homme ne se trouve pas dans les sens. Ces deux phrases sont des exemples types qui nous montrent qu'on peut être parfaitement d'accord avec la formulation d'une phrase et qu'elle peut quand même être incomplète. Je ne vais pas m'étendre sur le fait que cette phrase de Leibniz, elle aussi, reste philosophiquement incomplète. Retenons simplement que d'après Leibniz, l'intellect lui-même n'est pas, d'une manière ou d'une autre, déjà fondé dans les sens, mais que l'homme a besoin d'ajouter le travail de l'intellect à ce que les sens lui apportent. De sorte qu'on peut dire l'intellect lui-même est une activité intérieure qui n'est pas encore passée par les sens. Si vous avez suivi les conférences précédentes, vous savez que ce travail intérieur est déjà libéré des sens et qu'il a lieu dans le corps éthérique de l'homme. Dans notre langage, nous dirons que rien ne se trouve dans l'intelligence œuvrant dans le corps éthérique qui ne soit dans les sens, hormis cette intelligence elle-même. Ce qui agit là-dedans ne vient en effet pas des sens. Une véritable connaissance de nous-mêmes nous apprendra que le penser en tant que tel est en réalité ce travail qui s'accomplit dans le corps éthérique et que les philosophes nomment l'intellect. Ce penser est donc du travail, c'est-à-dire l'activité de travailler. Et étant donné que, pour notre compréhension fondée sur la science de l'esprit, Leibniz se rapproche plus de la vérité qu'Aristote, même s'il n'a pas absolument raison, nous pouvons dire que ce penser, ou mieux, cette activité de pensée qui s'effectue dans l'homme et qui est accomplie par le corps éthérique, ne se situe pas dans la réalité extérieure du plan physique.
car le plan physique se limite à ce qu'il nous laisse percevoir par les sens. Donc, en nous positionnant en tant qu'être humain dans le plan physique, nous y amenons l'intellect qui, lui, n'en fait pas partie. Et là, nous découvrons en quoi consiste la difficulté à laquelle se heurtent les philosophes qui tentent de résoudre l'énigme du monde par l'intellect. Ces gens doivent se dire, en y réfléchissant bien, je m'aperçois que l'intellect n'appartient pas au monde des sens. Mais je suis alors dans une situation étrange. Je ne connais pas d'autre monde spirituel à part l'intellect. Il constitue un monde spirituel derrière le monde sensible. Qu'est-ce que m'apporte l'intellect? Il ne reçoit rien, aucun contenu, s'il ne s'instruit pas sur le monde physique extérieur par les sens. Il se tient là, tout seul. Le philosophe se trouve alors devant une situation étonnante. Il doit se dire, une activité a lieu en moi, l'activité de l'intellect. Par cette activité de l'intellect, je veux comprendre les mystères du monde sensible. Je peux avoir des idées au sujet de ce qui se passe à l'extérieur, dans le monde des sens. Mais ces idées sont conçues par quelque chose qui n'appartient pas lui-même au monde sensible. Qu'est-ce que ces pensées ont donc à faire avec le monde des sens? Sachant que l'intellect est de l'ordre du spirituel, je dois pourtant désespérer de jamais parvenir avec cet élément spirituel à quelque chose qui soit une réalité. Je vais essayer d'éclairer ce problème par une comparaison. Lors des conférences précédentes, nous avons déjà évoqué cette même problématique, mais d'une autre manière. Nous avons été amenés à reconnaître que, par l'activité de notre pensée, nous produisons des images réfléchies de la réalité, mais que ce reflet vienne, au fond, s'ajouter à la réalité, mais non pas de réalité par eux-mêmes. Il s'agit d'une même vérité, exprimée dans un langage philosophique différent. Nous avons dû dire « l'intellect produit des images réfléchies ». Ces images, en tant que reproduction de la réalité, ne la concernent pas, car la réalité qui est réfléchie n'a pas besoin de ces reflets. Cela peut nous amener à douter de toute réalité et de toute valeur réelle du pensée et de l'intelligence, et à poser la question suivante. Alors, le pensée a-t-il une signification réelle? N'ajoute-t-il pas, déjà par ce qu'il est, quelque chose à la réalité extérieure? Une pensée a-t-elle une valeur réelle en soi, alors qu'elle n'est rien d'autre dans sa relation à la réalité que son reflet? Nous allons nous efforcer de cerner comme il faut la réalité de la pensée. En d'autres termes, nous répondrons à la question: la pensée est-elle simplement quelque chose que nous nous imaginons
sans valeur réelle? On peut aussi poser la question différemment. En quoi la pensée a-t-elle une réalité? Comme je le disais, je vais donc essayer de rendre mon propos plus compréhensible en me servant d'une comparaison. Voyez cette montre sur la table. Je la prends. Maintenant, je la tiens dans la main. Tout ce qui appartient à la montre est à l'extérieur des muscles et des nerfs de ma main. Ma main et la montre sont deux choses bien distinctes. Mais admettons qu'il fasse nuit, que je n'ai jamais vu cette montre et que je ne l'aperçoive que par le toucher. Alors j'en percevrai quelque chose en étendant ma main et en la saisissant. Dirigez l'attention sur la montre et vous vous direz: je peux apprendre quelque chose de la réalité de la montre par le fait que je l'ai en main, que je l'ai saisie. Mais faisons l'hypothèse que je n'ai qu'une main et pas deux. Je ne pourrai donc pas saisir de mon autre main la main qui tient la montre comme je le fais en ce moment. Je pourrais donc tenir la montre dans une main, mais je ne pourrais pas toucher celle-ci avec mon autre main. Tout au plus, je pourrais la toucher avec le nez. Mais nous n'allons pas envisager cette éventualité, n'est-ce pas? Pourtant, la main est tout aussi réelle que la montre. Comment puis-je m'assurer de la réalité de la montre? En la prenant dans la main, en la touchant. Comment puis-je m'assurer de la réalité de la main? Je ne pourrais pas m'en assurer en la touchant si je n'avais pas une autre main. Mais une certitude intérieure me dit que j'ai bel et bien une main, que ce qui fait partie de moi et qui saisit donc la montre est tout aussi réel que la montre, dont je peux certifier la réalité en touchant cette montre. Saisissez-vous la différence entre la réalité de la main et la réalité de la montre? L'expérience que je fais par rapport à l'une ou l'autre de ces deux réalités est différente. Vous pouvez transposer cette comparaison aux pensées de l'homme, à l'intellect. Vous ne pourrez jamais avoir par l'intellect une compréhension immédiate de ce qu'il saisit lui-même. De même qu'il vous est impossible de toucher votre main avec cette même main. L'intellect ne peut pas se percevoir lui-même comme il perçoit les autres objets. Toutefois, il est intimement convaincu de sa propre réalité. C'est une certitude intérieure qui persuade l'intellect de sa réalité. Mais il faut considérer cet intellect, ce travail de l'intellect comme une activité du sujet, de l'homme. Il faut comprendre que, spirituellement, l'intellect est comparable à une main qui se tend pour saisir un objet. C'est une image, mais une image très réelle. De même que je suis capable de me convaincre de la réalité de la montre en estimant son poids, en constatant que sa surface est lisse par la constitution de ma main, et de faire ainsi l'expérience de la réalité de la montre, de même, je peux, grâce à la réalité de l'intellect,
connaître les propriétés des objets qui échappent à la perception de mes sens. L'intellect est donc un organe de préhension au sens spirituel que nous devons percevoir en nous-mêmes et non dans le monde extérieur. Et voyez-vous, c'est là que réside la difficulté pour les philosophes. Ils croient que s'ils ont des idées concernant le monde, elles devraient venir de l'extérieur. Puis ils réalisent qu'en fait, elles ne leur viennent pas du tout de l'extérieur, mais que c'est leur intellect qui produit ces pensées. Et ils se trouvent dans l'obligation de considérer les pensées comme des produits de l'imagination, puisqu'ils croient que l'intellect est coupé de la réalité extérieure. Mais il faut attribuer une réalité subjective à l'intellect, une réalité qui est vécue de l'intérieur. Alors, on délimite la région où l'intellect est perçu. En étudiant la véritable nature de l'intellect, nous en venons à nous dire que tout ce que produit l'intellect peut n'être qu'une reproduction de la réalité extérieure. Mais cette reproduction a été créée par le travail de l'intellect réel. Il s'agit là d'une activité de l'homme. Ce travail est une réalité dans la mesure où l'homme se procure la connaissance de la réalité de l'intellect par l'intellect lui-même. Je répète, ce travail est une réalité dans la mesure où l'homme se procure la connaissance de la réalité de l'intellect par l'intellect lui-même. De sorte que nous pouvons dire que l'activité intellectuelle de l'homme se fait dans l'homme, mais elle se fait de telle manière qu'il est justifié de dire que ce que l'intellect élabore est sans importance pour le monde où il agit. La main n'a aucune importance pour la montre. Elle n'est pas concernée par le fait que la main la tienne. Le fait que l'homme, grâce à l'intellect, se fasse des images, des objets, est une chose qui n'existe que pour l'homme et en l'homme. Par rapport aux choses du plan physique, tout ce que l'intellect produit est irréel, n'est que reproduction, mort, dépourvu de vie. Nous pouvons dire que les images du monde physique élaborées par l'intellect sont des images sans vie, des images mortes. Et Rudolf Steiner écrit au tableau « Activité intellectuelle, image morte ». Les images que l'homme se fait du monde physique sont donc des images mortes. On méconnaît la véritable nature de ce contenu de l'intellect en pensant qu'il peut être autre chose qu'une reproduction du monde physique. Mais tout devient différent dès que l'homme parvient à vivre dans le temps les expériences de son existence. Quand nous nous trouvons en face des choses du monde extérieur et que nous les reproduisons par notre intellect, nous obtenons des concepts sans vie. Mais si nous rendons ces concepts présents dans notre âme,
nous pourrons, plus tard, quand l'événement dont nous nous sommes fait une image sera passé depuis longtemps, faire remonter cet événement en nous le remémorant. Sur le moment, nous pouvons dire « Je ne sais rien de cette expérience, mais quand je me souviens, elle remonte. » Avant de m'en souvenir, je n'en étais pas conscient. Mais elle est bien présente, quelque part au fond de mon âme. Je n'ai qu'à la faire ressurgir de mon inconscient. L'image d'un événement passé que j'ai vécu est donc enfouie en bas dans mon inconscient. Je n'ai qu'à la faire remonter. Mais là, en bas, elle n'est pas si insignifiante que cela. Distinguons tout simplement entre la représentation que l'on se fait d'un événement qui nous a réjouis, qui nous a exaltés, et celle d'un événement qui ne nous a pas fait plaisir. Nous pouvons refouler les deux représentations dans notre inconscient. Peu de gens réfléchissent à la différence entre ce qu'apporte une représentation qui provoque de la joie et une autre qui suscite tristesse et douleur. La différence est immense, et cette différence apparaît en particulier quand on tente de comprendre le degré de réalité de ces représentations qui ont déjà pratiquement disparu de notre mémoire ordinaire. Nous allons donc étudier une représentation qui avait donné de la joie à quelqu'un, sans qu'il ait eu pour autant l'occasion d'y repenser plus tard. Ou alors une représentation qui lui avait fait de la peine sans qu'il ne se la soit remémorée. Ces représentations ne remontent pas dans sa conscience, mais elles jouent un rôle dans son inconscient. Si seulement les hommes voulaient essayer de comprendre, à partir de la science de l'esprit, ce que signifient ces représentations accumulées dans l'âme, même si elles sont totalement oubliées. Nous sommes toujours le résultat de notre vécu. Notre visage, notamment dans ses expressions subtiles, reflète vraiment ce que nous avons vécu pendant l'incarnation actuelle. On peut lire sur le visage des adultes la tristesse éprouvée pendant leur enfance. Ce qui se passe dans l'inconscient participe au processus de vie de l'être humain. Les représentations du passé inhibantes et tristes qui ont été refoulées dans notre inconscient nous rongent et bloquent nos forces vitales. Ce que nous avons vécu de joyeux et d'exaltant nous vivifie. En étudiant le destin de la vie de nos représentations dans l'inconscient, on découvre combien l'humeur du moment et l'état d'esprit d'une personne sont dépendants de ce qui sommeille au fond de son inconscient. Comparez maintenant les représentations du souvenir. Celles qui sont déjà entrées dans la vie psychique inconsciente avec celles qui nous sont présentes à l'esprit. Alors, vous vous direz, les représentations dont nous avons en ce moment conscience sont mortes. Les représentations mortes ne participent pas à notre processus vital. Ce n'est qu'en plongeant dans l'inconscient qu'elles commencent à s'impliquer dans ce processus et nous animent.
ou nous paralysent. En se faisant refouler au plus profond de l'âme, les représentations commencent à prendre vie. Dans les conférences que j'ai faites et où j'ai parlé des profondeurs secrètes de la vie psychique, j'ai toujours attiré l'attention sur ce fait. Donc, les représentations qui sont, au départ, des représentations mortes, se mettent à vivre une fois qu'elles sont implantées dans la vie de notre âme. Et plus elles nous sont inconscientes, et plus elles sont vivantes. En suivant ce processus avec la connaissance de la science de l'esprit, il se passe quelque chose de très curieux que je ne peux, au fond, présenter que de la manière suivante. Rudolf Steiner va dessiner un croquis, page 92 du livre. Admettons que la frontière entre conscient et inconscient soit matérialisée par la ligne horizontale. Le conscient est au-dessus de la ligne, l'inconscient au-dessous. Dans notre conscient, nous avons créé quantité de représentations. Alors je les schématise par des figures, carré, losange, triangle. Ces représentations que nous avons créées descendent dans l'inconscient, 3 flèches qui vont en dessous de la ligne horizontale. Voyez-vous, si nous suivons avec les connaissances de la science de l'esprit les représentations qui descendent dans l'inconscient, nous découvrons qu'elles se métamorphosent. En observateur extérieur, nous avons constaté qu'elles ont un effet dynamisant ou paralysant sur la vie. Et vu de l'intérieur, la connaissance de la science de l'esprit nous montre qu'en glissant sous la surface, elles deviennent des imaginations. Tout ce qui se passe dans l'inconscient devient imagination, devient image. Vous pouvez avoir dans votre conscience diurne, ordinaire, les représentations les plus abstraites. Dès qu'elles passent sous le seuil de la conscience, tout devient imagination. Il existe en chaque homme, avant qu'il parvienne à la connaissance imaginative, une suite de processus qui, dans son inconscient, du fait que les représentations mortes de la conscience terrestre ordinaire, matérialiste, descendent dans l'inconscient, une suite de processus qui tendent continuellement à transformer ces représentations conscientes en images, en imagination. Si nous voulons définir et connaître la vie des représentations dans notre inconscient, nous pouvons dire que tout cela est constitué d'imagination inconsciente et quand nous remontons des représentations de l'inconscient vers le conscient, nous le faisons par une activité inconsciente. Nous devons les ramener dans notre conscience, mais dépouiller de leur enveloppe imagée et les retransformer en représentations abstraites. Quand on essaye de se remémorer un fait, on doit fournir un effort, et cet effort sert justement à dépouiller l'image qui est enfouie dans notre inconscient de sa qualité d'image pour la ramener au niveau de la représentation consciente, un fait. Lorsque nous refoulons les représentations dans l'inconscient, elles deviennent plus spirituelles.
Nous devons en déduire que lorsque nous accueillons dans l'inconscient ce que l'intellect nous offre, ce monde des représentations qui est en nous et que nous avons refoulé dans l'inconscient, nous devons le caractériser comme étant un monde supérieur, un monde spirituel. Le monde des réminiscences potentielles est donc constitué d'imagination inconsciente. Notez que je parle du monde des réminiscences potentielles, car toutes les représentations qui sont descendues dans notre inconscient ne seront pas remémorées, mais elles sont toutes présentes dans notre vie psychique inconsciente. Et il écrit « Monde des réminiscences potentielles, imagination ». La conscience normale de l'homme a parfois la possibilité de faire remonter vers elle les images qui ne seraient sinon jamais passées de l'état potentiel de la réminiscence à celui d'un souvenir réel. Nous pourrons peut-être évoquer plus tard d'autres cas. Mais prenez les expériences que font parfois les hommes en train de se noyer. Si vous pouviez comparer avec cela les expériences vécues par ceux qui ont passé le seuil de la mort, vous trouveriez que même là où dans la vie physique ordinaire, l'effort ne suffit pas à faire remonter certaines représentations, elles remontent alors, en quelque sorte toutes seules, dans ces situations extrêmes. Et certains épisodes remontent partiellement dans le monde du rêve ordinaire. Le rêve, tel qu'il nous apparaît, est lui aussi une réalité extrêmement complexe, car ce que nous y vivons se tient souvent derrière l'apparence. Mais les représentations dont nous l'enveloppons proviennent de nos souvenirs. Donc, le rêve, les expériences de celui qui lutte avec la mort, et celles qui sont vécues immédiatement après le passage du seuil de la mort, nous montrent ce monde de l'imagination, un monde plus spirituel que celui de l'intelligence humaine ordinaire sur le plan physique. Si vous prenez ce que j'ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire que les représentations qui sont passées dans le domaine des réminiscences potentielles ont un effet stimulant ou, au contraire, inhibant sur la vie de l'homme, vous vous direz qu'elles sont porteuses de vie, alors que les représentations de l'intellect ordinaire sont mortes. Celles-là sont animées, quoique très légèrement. Là encore, l'expérience ordinaire peut nous montrer que ce qui se passe avec ces représentations qui sont descendues dans la région subconsciente peut être la manifestation d'une vie encore plus forte. J'ai déjà eu l'occasion de souligner la situation courante où une personne doit apprendre un texte par cœur afin de le réciter. Elle l'apprend, puis laisse passer la nuit. Cette nuit de sommeil l'aidera à renforcer sa mémoire. Cet exemple n'est qu'une petite allusion à ce que la science de l'esprit démontre clairement, à savoir que l'ensemble de notre monde de représentation devient de plus en plus vivant quand, une fois formé, il est refoulé dans l'inconscient.
alors que lorsqu'il reste dans notre conscient, c'est un monde mort. Or, les représentations qui remontent ne sont en général même pas celles qui participent le plus à la dynamisation ou à l'inhibition de la vie, mais celles qui se lient encore bien plus étroitement à nous. Alors que les représentations que souvent nous considérons seulement comme accompagnant notre vie, sans pour autant y prêter une grande attention, s'unissent très fortement aux forces dynamisantes et inhibitrices de la vie. Admettons qu'une personne étudie la science de l'esprit. Dans un premier temps, elle l'assimile avec son intellect physique. C'est obligatoirement son point de départ. Nous devons partir de ce que l'intellect physique perçoit à travers les sens. Sinon, je ne pourrais pas parler du monde spirituel étant donné que le langage s'applique au monde physique. Toutefois, la manière de recevoir le monde des représentations varie en fonction de notre attitude dans la vie. Imaginons donc une personne qui reçoit les vérités de la science de l'esprit avec sérieux et dignité, de sorte qu'elle en ressent le profond sérieux. Une autre personne reçoit les idées de la science de l'esprit de telle sorte que celle-ci reste pour elle une théorie qui ne la touche pas vraiment. L'une la reçoit dans une atmosphère superficielle, l'autre dans une atmosphère de grand sérieux. Il se peut que nous n'ayons pas tellement conscience de la manière dont nous la recevons. Cela dépend de notre attitude en traversant la vie, sans toujours y réfléchir. Celui qui a tendance ou qui a pris l'habitude de prendre au sérieux ce qui doit l'être, et ce qui n'est pas superficiel et cynique, ne se pose pas la question de savoir comment se situer face à cela. Il se comporte naturellement, avec sérieux. De même, celui qui est superficiel maintiendra son attitude superficielle. Il ne pourra pas faire autrement. Ainsi, nous accompagnons notre vie de représentation par quelque chose qui nous échappe, qui se promène à côté de la conscience. Et pourtant, cela descend bien plus loin dans l'inconscient que ce que nous pensons en toute conscience. La manière dont nous formons nos représentations, la manière dont nous formons nos représentations descend donc plus loin dans l'inconscient que ce que nous pensons consciemment. Et quand l'homme dort et que son corps astral et son jeu ont quitté le corps physique et le corps éthérique, cette manière de se faire des représentations joue un rôle énorme. Quand on reçoit des représentations avec le sérieux nécessaire, alors elles agissent dans le corps astral et dans le jeu comme la force du soleil qui vivifie les plantes. Il s'agit vraiment de force vivifiante. Et on garde alors dans les représentations cet élément vivifiant qui va au-delà de l'incarnation présente, créant les conditions de la suivante. L'activité de l'âme vous prouve que ce qui se trouve dans l'inconscient est plus spirituel que ce qui nous revient au cours des rêves. Nous avons là un mode de vie, un monde de vie
nous avons là un monde de vie inconsciente des représentations qui est lié à l'essence même de l'être humain. Cette attitude face à la vie pénètre nos forces vitales spirituelles et cela équivaut à de l'inspiration inconsciente. Et il écrit « Monde de la vie inconsciente des représentations, inspiration ». Demain, je vous montrerai comment, dans la vie ordinaire, ces inspirations inconscientes agissent déjà inconsciemment dans l'incarnation où elles ont été créées. Puis, je vous montrerai qu'il existe pour l'homme un monde encore plus élevé. Mais d'après ce qui a été dit aujourd'hui, vous aurez compris que la vie de l'âme humaine est animée d'un mouvement intérieur, de sorte que ce qui est vécu par l'intelligence physique sur le plan physique est vécu plus dans les profondeurs et s'élève ensuite dans des régions plus spirituelles que ce que nous connaissons sur le plan physique, pour monter après dans des régions spirituelles encore plus élevées. Donc, la vie des représentations est en mouvement. Elle suit un mouvement intérieur et ascendant. Souvenez-vous de ce que je vous ai esquissé hier. Certains processus dans l'homme suivent un mouvement descendant. En conclusion, nous pouvons dire que dans l'homme, il y a un courant descendant et un courant ascendant, et tous les deux agissent ensemble. Demain, nous verrons comment ils agissent ensemble. Et un schéma est dessiné au tableau. En bas, activité intellectuelle, image morte, avec une flèche qui remonte, monde des réminiscences potentielles, imagination, avec une flèche qui remonte, monde de la vie inconsciente des représentations, inspiration, avec une flèche qui remonte. Merci. Pour accéder à d'autres cycles de conférences de Rudolf Steiner, nous vous invitons à vous rendre sur le site soesprit.info, menu podcast. À bientôt.